c'est notre chiffre du jour. 3 collégiens ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils avaient projeté une attaque contre l'ambassade israélienne en Belgique. Julien Gall, bonsoir. Bonsoir. On en sait désormais un peu plus sur ces 3 jeunes. Ils étaient tous scolarisés en Indre-et-Loire. Effectivement, les 3 jeunes étaient scolarisés dans un collège de Joué-les-Tours, donc en Indre-et-Loire, comme vous le disiez. Ils venaient de finir leur classe de 3e. 2 de ces jeunes sont russes, d'origine tchétchène, et un d'entre eux est français. Et c'est ce jeune français qui a intéressé particulièrement la DGSI. La DGSI, dans son rapport, l'appelle Malik, c'est un nom modifié. Ses parents sont d'origine algérienne. Ils sont musulmans, des musulmans modérés. Leur fils, quant à lui, avait choisi de suivre un islam rigoriste. Est-ce que l'on sait pourquoi les enquêteurs de la DGSI se sont particulièrement intéressés au profil de Malik ? Eh bien oui, tout à fait. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, parce qu'il a diffusé des montages de vidéos faisant l'apologie d'attentats sur TikTok et Telegram. Il y a aussi des conversations Internet. Il conversait avec des adolescents radicalisés, dont un qui a été en lien avec l'assassin de Samuel Paty. Il terrorisait ses camarades de classe, professeurs et même le principal de son collège, car il avait un comportement prosélyte inquiétant. Par exemple, il a incité des élèves à entonner une chanson qui glorifie l'attentat du Bataclan. Enfin, il a été surpris en train de fabriquer des explosifs artisanaux dans un parc à Saint-Pierre-des-Corps. Alors, il a été placé en garde à vue. Quelle a été sa ligne de défense ? Alors, il a tout de suite admis l'existence du projet d'attentat contre l'ambassade israélienne. Il a dit s'être fait manipuler. Son avocate parle d'embrigadement, notamment par les 2 autres jeunes. Il plaide l'erreur de jeunesse et des fragilités psychologiques. Il a remercié les enquêteurs de l'avoir mis hors d'état de nuire et il dit avoir entamé un travail de désengagement de l'idéologie djihadiste. Merci beaucoup Julien Gall pour toutes ces précisions. Derrière le chiffre derrière l'info, c'est mieux dans le bon ordre. Bonsoir Julien Gall. Notre chiffre ce soir, eh bien vous allez me le dire parce que je ne le sais pas, c'est 2700. On parle ce soir de la réforme du RSA. Exactement, la réforme du RSA qui va être testée dans notre région, pour être plus précis, dans l'agglomération montargoise. Alors sur l'agglomération montargoise, il y a 4630 bénéficiaires du nouveau RSA. Et sur ces 4630 bénéficiaires, eh bien, un peu plus de la moitié, 2700, vont donc tester ce nouveau RSA. Alors l'expérimentation, elle a déjà commencé et elle va s'étendre jusqu'à juin 2024, donc après le début de la mise en place de la réforme qui se fera à partir du 1er janvier. À noter que le coût pour le département est nul puisque l'État apporte 950 000 € de subventions depuis le début de l'année 2023. Et avec cette nouvelle réforme, l'accompagnement des bénéficiaires du RSA sera renforcé, mais attention à une plus grande implication leur sera demandée. Exactement, alors ça va se faire au cas par cas en fonction du profil du bénéficiaire et il peut y avoir des exceptions. Mais effectivement, le gouvernement demande désormais 15 heures d'activité obligatoire par semaine pour les bénéficiaires du nouveau RSA. Alors ces 15 heures d'activité obligatoire, ça peut être 15 heures d'insertion en entreprise, ça peut être 15 heures de formation ou bien encore 15 heures d'ateliers, par exemple des ateliers pour construire un CV ou bien des ateliers pour les entretiens d'embauche. Est-ce qu'il y a un risque en cas de refus ? Alors, non, normalement, il n'y a pas de risque de radiation en cas de refus. En revanche, il y en a un de risque, c'est que le versement peut être suspendu par l'État. Et d'ailleurs, cette décision est particulièrement critiquée par la défenseure des droits, Claire Hédon. Merci beaucoup Julien Gall pour ces précisions. Derrière le chiffre derrière l'info, c'est mieux dans le bon ordre. Bonsoir Julien Gall. Notre chiffre ce soir, eh bien vous allez me le dire parce que je ne le sais pas, c'est 2700. On parle ce soir de la réforme du RSA. Exactement, la réforme du RSA qui va être testée dans notre région, pour être plus précis, dans l'agglomération montargoise. Alors sur l'agglomération montargoise, il y a 4630 bénéficiaires du nouveau RSA. Et sur ces 4630 bénéficiaires, eh bien, un peu plus de la moitié, 2700, vont donc tester ce nouveau RSA. Alors l'expérimentation, elle a déjà commencé et elle va s'étendre jusqu'à juin 2024, donc après le début de la mise en place de la réforme qui se fera à partir du 1er janvier. À noter que le coût pour le département
département est nul puisque l'État apporte 950 000 € de subventions depuis le début de l'année 2023. Et avec cette nouvelle réforme, l'accompagnement des bénéficiaires du RSA sera renforcé, mais attention à une plus grande implication leur sera demandée. Exactement, alors ça va se faire au cas par cas en fonction du profil du bénéficiaire et il peut y avoir des exceptions. Mais effectivement, le gouvernement demande désormais 15 heures d'activité obligatoire par semaine pour les bénéficiaires du nouveau RSA. Alors ces 15 heures d'activité obligatoire, ça peut être 15 heures d'insertion en entreprise, ça peut être 15 heures de formation ou bien encore 15 heures d'ateliers, par exemple des ateliers pour construire un CV ou bien des ateliers pour les entretiens d'embauche. Est-ce qu'il y a un risque en cas de refus? Alors, non, normalement, il n'y a pas de risque de radiation en cas de refus. En revanche, il y en a un de risque, c'est que le versement peut être suspendu par l'État. Et d'ailleurs, cette décision est particulièrement critiquée par la défenseure des droits, Claire Hédon. Merci beaucoup Julien Gall pour ces précisions. Désormais qui devait être officiellement dévoilé dans les minutes qui arrivent. En tout cas, une grande conférence de presse est en cours en ce moment à Paris et ça fait 23 ans que ce n'était pas arrivé, mais le Tour de France devrait normalement l'année prochaine faire étape à Orléans. Julien Gall, vous avez déjà quelques indications à nous communiquer sur le parcours. Hein. Orléans, 8 et 9 juillet prochain. Exactement Antoine, selon nos informations, eh bien la 10e étape de la Grande Boucle devrait prendre son départ à Orléans. Dans le détail, le 8 juillet, le peloton aura une journée de repos à Orléans, puis ce sera la 10e étape le 9 juillet avec un départ depuis la cité joannique. Alors le Tour de France à Orléans, ça n'était pas arrivé depuis 2001. Cette année-là, Éric Zabel avait remporté une victoire au sprint en rejoignant Évry dans le sud-est de Paris. Cette fois-ci, en partant d'Orléans, les coureurs vont passer à Romorantin, une première depuis 1966, le tout en direction du Cher. Et pas n'importe où dans le Cher. Exactement. Direction Saint-Amand-Montrond, la ville de naissance de l'un des chouchous du Tour de France, Julien Alaphilippe, une sorte de clin d'œil donc. À noter que l'arrivée finale se fera cette année à Nice et non aux Champs-Élysées à Paris en raison des Jeux Olympiques. Merci beaucoup Julien Gall Notre pour toutes rubrique ces L'info précisions. derrière le chiffre, notre chiffre du jour c'est 3 comme moins 3%. Les chiffres du chômage sont tombés pour le 3e trimestre de l'année 2023 dans notre région et ils sont en baisse. Moins 3% sur un an en moyenne. Julien Gall, bonsoir. Bonsoir. Une baisse globale, mais si on regarde par département, eh bien les chiffres sont différents. Exactement. Regardez par exemple le nombre de demandeurs d'emploi en Eure-et-Loire pour les catégories A, B et C, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'activité ou ceux qui peuvent justifier d'une activité partielle. Eh bien, il est en baisse, moins 2% sur un an et c'est dans le Perche que la baisse est la plus forte. En revanche, si on regarde sur le Loiret, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire uniquement ceux qui n'ont aucune activité, eh bien là, il est en hausse, plus 1,7% au 3e trimestre 2023, avec 470 demandeurs d'emploi de plus. Alors comment est-ce qu'on explique cette augmentation dans le Loiret particulièrement? Eh bien, il y a 5 raisons à cela. Tout d'abord, sur la région, première raison, le nombre d'entreprises en faillite a augmenté. Il est revenu à son niveau de 2019. Ensuite, les chutes des chantiers de construction, vous en parlez hier soir. Autre raison, les taux d'intérêt en hausse et l'inflation qui est de plus en plus importante. Et puis, effectivement, la première raison, c'est dans le Loiret qu'elle se passe, puisque c'est le chômage des jeunes dans le Loiret, un peu plus de 3% d'augmentation sur 3 mois et quasiment 2% d'augmentation sur un an concernant donc le chômage des jeunes dans le Loiret. Malgré tout, il y a quand même des bonnes nouvelles, Julien. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est la baisse d'inscription au chômage de plusieurs catégories de la population. D'abord, les femmes de plus de 50 ans, un recul de 0,3% d'inscription au chômage au 3e trimestre 2023. Également, les hommes seniors, chute de 5,3% sur un an. Et puis enfin, les demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits depuis 1 an et plus à Pôle emploi. Merci beaucoup Julien pour cet éclairage. On place à notre rubrique l'info derrière le chiffre. 14,8, c'est le chiffre du jour. Il s'agit du nombre d'outrages sexistes enregistrés dans le Loiret pour 100 000 habitants. Le département détient le record pour 2022. Bonsoir Julien Gall. Bonsoir. Tout d'abord, rappelez-nous qu'est-ce qu'un outrage sexiste? Eh bien, dans la loi, l'outrage sexiste, selon la loi promulguée le 3 août 2018, c'est un propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Alors, il y a des exemples, comme par exemple donc les insultes à caractère sexiste ou sexuel, ou bien les comportements et les gestes inappropriés. Alors,
Julien, d'après les chiffres, le Loiret donc, détient le record du nombre enregistré d'infractions pour outrage sexiste. Exactement. Alors que ce soit sur le nombre d'infractions pour 100 000 habitants, c'est-à-dire par rapport à la population sur la période 2018-2022, le Loiret se retrouve effectivement en tête, 14,8 infractions pour 100 000 habitants. Devant Paris, 9,2 infractions pour 100 000 habitants. C'est étonnant parce que le Loiret, c'est à peu près 679 000 habitants et Paris, plus de 2 millions d'habitants. Et derrière, il y a la Sarthe, 3,7 infractions pour 100 000 habitants et les Hautes-Alpes, 3 infractions pour 100 000 habitants. Tous les autres départements sont à moins de 3 infractions pour 100 000 habitants. Alors Julien, vous avez contacté la direction départementale de la sécurité publique du Loiret. Que vous ont-ils dit par rapport à ces données? Eh bien, au départ, ils étaient forcément étonnés qu'un département comme le Loiret soit 1,5 fois au-dessus des chiffres parisiens et 7 fois au-dessus de la moyenne nationale. Mais pour la DDSP, l'explication est simple. Les agents du département ont été particulièrement sensibilisés à recueillir les signalements d'outrage sexiste, alors qu'il y a, selon eux, un problème de formation et de sensibilisation des agents sur ce sujet au niveau national. Julien Gall, merci beaucoup pour toutes ces précisions.